Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, on clôture la saison avec un épisode sur l'élitisme dans l'art. Je vais t'expliquer pourquoi je me suis senti si longtemps exclu de l'art, au point de refuser de consommer des classiques de la littérature quand j'étais plus jeune. On va explorer ensemble pourquoi certaines personnes, et surtout comment certaines personnes se servent de l'art comme un instrument de hiérarchie et le problème que ça pose. Et enfin, je t'expliquerai pourquoi il n'y aura pas d'épisode cet été et ce que je compte faire pour la rentrée. Installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, règle la vitesse de lecture comme ça te convient le mieux et je te souhaite une très très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison du Syndrome de la page noire. Alors je reviendrai à la fin de ce podcast sur la notion de saison justement, de pourquoi c'est le dernier. Mais avant ça, je voulais parler avec toi d'un sujet qui était pourquoi je me sentais exclu dans l'art. C'est un thème qu'on a abordé dans justement l'épisode où c'était moi qui me faisais interviewer, mais que je voulais creuser parce que je le vois de plus en plus, c'est un sujet que je vois de plus en plus autour de moi. Et qui chez moi a cheminé, donc je voulais partager ce cheminement parce que je pense qu'en vrai il peut servir à tout le monde et il peut décomplexer plein de gens. Donc la première chose à savoir sur pourquoi je me sentais exclu de l'art, c'est que au début, alors j'étais au lycée un élève qui était souvent premier, deuxième de la classe et en plus qui adorait le français, donc a priori, j'étais plutôt le genre d'élève qui kiffait les œuvres qu'on lui donnait en français. Et pourtant, je me rappelle encore qu'à 17 ans, j'ai voulu écrire un livre, j'avais comme projet de livre, un livre qui ferait l'apologie de l'inculture. Alors j'avais ça et j'avais un livre qui ferait l'apologie de qui ferait l'apologie de la folie aussi, mais l'inculture, donc notre sujet. Et je vantais le fait d'être inculte. Et ce que j'ai appelé inculte à l'époque, en fait c'était pas un culte, mais ce que j'ai appelé inculte à l'époque, c'était revendiquer le fait de pas trouver que Molière c'est la quintessence de ce qui existe, de pas trouver que Balzac c'est la quintessence de ce qui existe, de pas trouver que l'opéra c'est la quintessence de ce qui existe, et puis surtout revendiquer le fait que je ne comprenais rien à l'art graphique, et d'ailleurs c'est toujours un peu le cas. Alors j'ai un peu évolué depuis, parce que j'ai découvert le pop art et Liechtenstein, mais je suis encore très loin quand je regarde de l'art graphique. Alors je dis art graphique, mais comme je le disais avec Jessica dans le podcast, dans l'épisode avec Jessica, souvent quand on dit art, en fait, on sous-entend art graphique quand on ne précise rien, mais qui fait d'ailleurs partie de cette forme d'élitisme qui, moi, me rebutait, et donc, à l'époque, si on s'était parlé quand j'avais 17 ans, je t'aurais dit, la culture, moi, ça m'intéresse pas, je suis très content d'être inculte, je comprends pas à quoi ça sert, et en fait, c'était, maintenant que j'ai du recul, je me rends compte que c'était une réaction très instinctive, c'est une réaction de défense, premièrement parce que j'ai tendance à pas aimer les trucs qu'on me force à aimer. C'était le cas avec Titanic. J'ai pas regardé Titanic parce que on m'en disait trop de bien. Alors tu me diras c'est con, mais c'est comme ça. Harry Potter c'est pareil. Harry Potter j'ai longtemps refusé jusqu'à ce qu'en fait la collègue de ma mère lui offre le deuxième tome d'Harry Potter, et du coup par politesse je me suis senti obligé de lire ce deuxième tome. D'ailleurs c'est marrant parce que du coup j'ai commencé Harry Potter par le deuxième tome, ce qui fait que le premier tome je trouve inutile en fait. J'aime pas du tout le premier tome d'Harry Potter parce qu'en fait il sert d'exposition, mais moi comme j'avais déjà lu le deuxième tome, alors j'ai un peu galéré, je comprenais pas tout ce qui se passait au début, mais au bout d'un moment j'ai fini par assimiler l'univers. Le premier tome était beaucoup moins intéressant. Bref, tout ça pour dire que j'avais ce truc très instinctif, et je pense que c'était lié au fait que je me rendais compte, même à cet âge, qu'il y avait des arts qui étaient autorisés, des arts qui étaient valorisés, et des arts qui étaient méprisés.
Prenons l'exemple du rap. Le rap, c'est probablement l'art que je consomme le plus, et il se trouve que c'est un art qui a eu beaucoup d'impact sur moi, hein, qui a fondé l'humain que je suis, qui m'a mis au contact de l'antiracisme, qui m'a mis au contact de la poésie, qui m'a mis au contact même de l'histoire. J'ai appris, je pense que si je connais l'histoire du 13 octobre 61 et que je connais la date par cœur, c'est pas parce qu'on me l'a dit à l'école, c'est parce que Booba a fait un vers qui dit j'ai bu la Seine et tous ses cadavres. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire, donc j'ai cherché, puis j'ai compris qu'en fait il faisait référence à ce fameux épisode d'octobre 61 où la police française a jeté des Algériens dans la Seine. Bref, je vais pas te faire la somme de tout ce que j'ai appris par le rap, puisqu'en fait j'ai vraiment beaucoup appris, hein. Pour ça, quand je dis dans mes 5 auteurs qui m'ont le plus influencé, il y a Booba, il y a Orelsan, il y a Kenny Arcana, c'est trois rappeurs et deux rappeurs et une rappeuse. Kenny Arcana qui, elle, m'a initié au marxisme. Je savais pas que c'était le marxisme ce que j'écoutais. Maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'en fait c'était une rappeuse qui m'initiait au marxisme. Bref. Tout ça pour dire que je voyais bien que le rap était méprisé. Je comprenais pas forcément pourquoi, parce que on montrait... D'ailleurs, j'ai beaucoup dit que j'aimais pas la poésie, parce que j'aime pas la poésie classique, alors qu'en fait, le rap, c'est une expression... y a pas plus poétique que le rap. Enfin, c'est de la poésie, le rap. Et pourtant, je disais la phrase incroyable de « j'aime pas la poésie », alors que je ne fais qu'écouter de la poésie tout au long de la journée. Et en fait, j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre ce que mon instinct comprenait avant moi, ce que ma peau comprenait avant moi, qui était qu'en fait, il y a des arts qui sont méprisés, parce que c'est des arts qui sont faits par des personnes qui sont soit pauvres, soit pas blanches, soit les deux à la fois. Et en fait, le rap étant une expression d'abord noire, puis ensuite d'autres personnes racisées, puisque en France, on a la particularité d'avoir beaucoup de rappeurs qui sont en fait des rappeurs arabes, entre guillemets, en fait maghrébins, enfin d'origine maghrébine, qui sont réunis par en fait une expérience du racisme, qui est l'expérience du racisme qu'ils font dans la banlieue très souvent. Pas toujours, il y a des rappeurs qui sont blancs en banlieue, il y a des rappeurs qui sont blancs pas en banlieue, t'as des rappeurs qui sont noirs pas en banlieue. On a beaucoup moqué Kamini, mais en fait il a fait un album qui est très intéressant à écouter, que je t'invite à écouter un jour, au-delà de sa chanson de gag Marley Gaumont. Bref, tout ça pour dire que il y a cette forme de racisme, ou cette forme de classisme, cette forme de mépris, de se dire qu'en fait il y a un art qui serait supérieur aux autres. Et d'ailleurs, en fait, dès que tu commences à vouloir dire qu'il y a un art qui intrinsèquement est supérieur aux autres, tu en arrives très souvent à dire que les personnes produisant cet art sont intrinsèquement inférieures aux autres. Alors quand je dis il n'y a pas d'art inférieur aux autres, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de courant artistique inférieur aux autres. Si tu me dis qu'il y a des moins bons rappeurs que d'autres, ok, il y a des moins bons écrivains que d'autres et moins bonnes écrivaines que d'autres. Ok, il y a bien sûr des moins bonnes autrices que d'autres. Il y a des moins bons films que d'autres, évidemment. Ce que je veux dire, c'est cette tendance à classer vraiment, à dire voilà, le rap, c'est une sous-culture. Le rap, c'est des analphabètes, qui est d'ailleurs déjà premièrement une preuve d'ignorance notoire, mais qui en plus voilà sous-entend le rap, cette culture d'analphabète. Or, le rap, c'est une musique de noirs et d'arabes, donc les noirs et les arabes sont analphabètes. Enfin, on comprend l'enjeu qu'il y a derrière. D'ailleurs, toutes les missions civilisatrices, coloniales, ont eu ça aussi derrière, cette idée que, allez, on va leur montrer notre art, on va leur imposer notre art. On va, souvent d'ailleurs, une civilisation qui se dresse pour en écraser une autre, comme dirait Kenny Arcana. Souvent, elle passe par un art. Les nazis sont beaucoup passés par un art wagnérien, par un art de l'architecture très, je sais pas comment dire parce que j'y connais rien en architecture justement, mais très, très imposant avec des grandes lignes. Bref, je vais pas faire un cours d'architecture que je maîtrise pas, mais en tout cas, on a souvent cette dimension de ma civilisation est supérieure et d'ailleurs, elle le montre grâce à l'art. D'ailleurs, quand on dit que les États-Unis ont du soft power, ce qu'on dit, c'est que par leur production artistique, ils exercent
une influence sur le monde, ils exercent une domination sur le monde, parce qu'ils ont une production artistique qui est connue par le monde entier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça reposait beaucoup sur du racisme, sur du classisme, quand j'ai pris conscience du double standard. C'est quoi le double standard ? C'est qu'en fait, on va reprocher à certains artistes, les artistes qui font de l'art, qui lui est qualifié soit de populaire, soit encore pire de sous-culture, on va leur faire des reproches qu'on ne ferait pas aux artistes des arts qu'on considère comme étant les arts européens acceptés. Prenons comme exemple Aya Nakamura et Maître Gims, qui sont deux personnes qu'on aime détester. Quand on regarde les critiques qui leur sont faites, notamment sur leurs textes, prenons Gims, parce que c'est encore plus facile qu'Aya Nakamura, même si Aya Nakamura, on pourrait le démontrer aussi. Mais Maître Gims, souvent les gens se moquent de ses textes, alors que pourtant, il a écrit, quand il était dans son groupe, la section d'assaut, des textes qui sont beaucoup plus travaillés que les textes de, je sais pas moi, de Jennifer, de Claude François, de plein de personnes, de Christophe Maé, ou même de Michel Sardou, en fait, de plein de personnes qu'on validerait, qu'on n'attaquerait pas en tout cas aussi de manière aussi virulente. Et je sais pas pourquoi on s'amuse à prendre les textes et à s'en moquer, parce qu'en fait, c'est facile de prendre de l'art, de l'enlever du contexte et de s'en moquer. Même en vrai, même Titanic, si jamais je te dis, voilà, c'est l'histoire d'un bateau qui coule, en plus basé sur un événement historique que tout le monde connaît déjà, avec une histoire d'amour à l'intérieur, ouais, ça a pas l'air génial. Tu peux tout rendre nul, en fait. Et donc voilà, ce double standard, c'est qu'on va commencer... Mais le double standard, c'est un mécanisme très opérant dans le racisme. Typiquement, je l'ai vécu quand je vais dans mon Super U en jogging et sweatshirt, pour la première fois depuis 6 ans, je me fais fouiller. Or, je m'étais jamais fait contrôler avant, parce que je suis habillé plutôt comme un bourgeois que je suis. Et là, il se trouve que je fais du sport, je rentre comme ça, et le vigile me fouille. C'est un double standard, parce qu'en vrai, il fouille pas les personnes blanches qui sont en jogging et en sweatshirt. Donc c'est pareil quand tu vas entrer en boîte de nuit, il y a un double standard qui s'exerce sur toi. Donc en fait, le racisme, déjà est rarement conscientisé, c'est rarement quelque chose de malveillant, les gens font rarement exprès, et puis il s'exprime par le double standard. On va demander aux personnes qui sont pas blanches plus de choses. Benzema, c'est l'exemple évident. Benzema, les gens me disaient « Ah, j'étais Benzema », je sais pourquoi, parce que il fait des déclarations un peu individualistes, je suis d'accord, mais c'est le cas d'Adrien Rabiot, c'est le cas de plein de joueurs, en fait. On me dit « Ah oui, mais il a une affaire au cul ». Je dis « Bah, regarde, dans le handball, il y a... » Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais les handballeurs très très célèbres qui ont été condamnés parce qu'ils ont triché, ils ont fait des paris sur leur propre performance, qui est totalement interdit. Donc là, en plus, c'est une affaire qui concerne directement leur sport. Et il n'y a pas Manuel Valls qui est venu à la télé pour dire qu'il fallait qu'il démissionne. Donc, sur Benzema, on applique bien un double standard. C'est-à-dire qu'on lui reproche des choses qui, certes, sont des choses qu'on peut reprocher, mais qu'en fait, on ne reproche pas aux sportifs qui sont blancs. Et voilà, c'est souvent comme ça que le racisme opère, et qu'il opère à l'insu même des individus qui le perpétuent. Et c'est rarement les gens se lèvent rarement en disant je veux être raciste, je veux être sexiste. On fait rarement exprès. Et c'est pareil quand on prend... je discutais là avec les abonnés premium de l'atelier Galita de Ségolène Royal, et quelqu'un me disait oui, mais Ségolène Royal, elle a pas perdu parce qu'elle est une femme, elle a perdu parce qu'elle est incompétente. Et je disais mais c'est une blague, est-ce que Sarkozy t'a l'air compétent? Est-ce que Hollande t'a l'air si compétent que ça? En fait, est-ce que la compétence, on pourrait se dire que c'est un critère légitime pour juger une candidature à la présidentielle, mais à partir du moment où on ne l'utilise pas d'habitude pour juger les candidats qui sont des hommes, eh ben c'est un double standard. Et en fait, vraiment la notion phare, centrale de comment le racisme, le sexisme opèrent dans la société, selon moi, c'est vraiment le double standard. Parce qu'en fait, les gens qui sont racistes explicites, eux, en vrai, c'est pas j'allais dire c'est pas un problème. Si, c'est un problème, mais ils sont pas tant que ça. Par contre, la majorité d'entre nous, moi le premier, je m'inclus, notamment sur le sexisme, on opère par double standard. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fois
à se dire qu'on est des personnes justes et à la fois à opérer des discriminations. Je te racontais une étude que tu as peut-être déjà entendu en parler parce que j'en parle souvent, mais Google a fait une étude auprès de ses managers en leur demandant de leur lister les qualités qu'ils attribuaient aux femmes, puis les qualités qu'ils attribuaient aux hommes, premier groupe. Deuxième groupe, on demande les qualités qu'on attribue à un bon manager. Et ben, il se trouve que, donc deux groupes différents, il se trouve que les qualités masculines recoupent à 71% les qualités de bon manager, alors que les qualités féminines recoupent, je crois, c'est 14%. Donc tu vois, inconsciemment, quand quelqu'un décrit un bon manager, il va décrire un homme. Il ne s'en rend pas compte. Il opère un double standard. Et autre manière d'ailleurs d'effectuer le double standard, un homme ambitieux, on dira, bah, il est ambitieux, c'est bien, il a du talent. Une femme empathique, on dira, bah, inconsciemment, bah, c'est normal, une femme c'est toujours empathique. Tu vois. Donc les qualités qu'on attribue aux hommes, on va quand même, quand un homme va faire preuve de cette qualité, on va quand même lui donner un bon point. Quand une femme fait preuve d'une qualité dite féminine, bah c'est normal, c'est nature. Elle sait s'occuper des enfants, c'est normal. Elle a du tact, c'est normal. Bon, on va pas mieux la payer parce qu'elle a des qualités que toutes les femmes ont. Alors qu'un homme qui aurait plus une grande gueule et des qualités qu'on attribue à la masculinité, on dirait bah voilà, vous voyez, il est sûr de lui, il a confiance en lui, bah on va lui donner un surplus de salaire. Et en fait, j'ai fini par tomber sur le vrai fléau. Le vrai fléau qui est selon moi le classicisme. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont exclus de l'art. D'ailleurs, c'est marrant parce que beaucoup d'œuvres qu'on dit maintenant classiques se moquent en leur sein de la position classique, je sais pas comment on dit. C'est quoi le classicisme ? C'est le fantasme que le passé c'est toujours mieux. Qu'en fait, il y a eu une période d'or artistique et elle s'est éteinte. D'ailleurs, dans le rap, ça existe, hein, les gens disent « il y a eu un âge d'or, et maintenant l'âge d'or, il est passé ». C'est, en somme, une vision de droite de l'art, puisque la droite étant la position intellectuelle consistant à se dire que c'était mieux avant, en tout cas que quelque chose était mieux avant, on l'applique à l'art, on se dit, l'art, il y a eu un pic, il y a eu un apogée, et maintenant c'est fini. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que souvent, ça se passe quand on est enfant. C'est-à-dire que toutes les chansons qu'on va recevoir quand on était petit, on va trouver que c'est de l'art, et puis après on va passer un certain âge, quand on a l'esprit critique, on se dit tout ce qui sort c'est de la merde. J'avais vu un spectacle hyper intéressant qui s'appelle De La Fontaine à Booba, où justement il faisait le comparatif entre les deux, qui était vraiment, je suis tellement dégoûté que ce spectacle n'existe pas, il soit pas enregistré. Je trouve qu'il mériterait vraiment que tout le monde le regarde. C'était dingue. Alors déjà c'était dingue parce que c'était très divertissant. Ils ont fait rapper La Fontaine, enfin ils ont mis du La Fontaine sur un instrumental de rap, et on se rend compte qu'en fait La Fontaine on le lit, mais en fait il faut l'écouter parce que c'est maîtré en fait. C'est comme c'est de la poésie, mais en fait c'est une chanson, et donc en fait ça passe super bien en rap. Et j'ai adoré La Fontaine, je me rendais pas compte à quel point j'aimais La Fontaine. Pour moi La Fontaine c'était bien mais sans plus. Quand j'ai entendu rapper par les acteurs, par les comédiens, je me suis dit ah ouais, en fait La Fontaine c'était un bon rappeur. Et justement il montre comment souvent on va reprocher aux artistes contemporains des choses qui ont été reprochées aux artistes précédemment. La Fontaine, on disait qu'il était vulgaire. Et d'ailleurs, tous les artistes ont dit qu'ils sont vulgaires parce que souvent la vulgarité est une des meilleures manières d'amener de l'art, d'amener de la transgression, d'amener une expression de soi. Et donc les artistes sont souvent vulgaires, et c'est souvent ce qu'on leur reproche, sans s'en rendre compte qu'en fait les artistes qu'on encense, les artistes qui sont devenus classiques depuis, à l'époque étaient vulgaires. La Fontaine, c'était quelqu'un qui était considéré comme vulgaire. Pareil pour putain, son nom m'échappe, c'est pas Baudelaire, le mec qui fait du moche avec du beau. Si, c'est Baudelaire ? Oh, c'est Baudelaire. Bref, vous, les gens qui s'y connaissent en poésie reconnaîtront cette personne donc, qui fait du moche avec du beau. C'est pareil pour lui. Ça paraissait bizarre à l'époque, cette poésie, ça paraissait vulgaire. Et pareil, et j'en ai déjà parlé, souvent on a ce truc qui est qu'on va enlever au texte. On va enlever le texte
et on va lui enlever son contexte. On lui enlève à la fois son contexte et on lui enlève en plus sa musicalité quand c'est une chanson. Par exemple, c'est très marrant parce que j'ai une amie à moi qui, quand j'ai parlé de Booba, au début elle me disait mais Booba c'est nul, c'est juste bim bam boum la chatte à McDoom. Et je disais mais non Booba c'est beaucoup plus que ça. Et donc on s'est embarqué dans un voyage de plusieurs années d'initiation à Booba. Et maintenant, ce qui est fou, c'est que c'est une de ses phrases préférées, bim bam boum la chatte à McDoom. Alors moi, c'est pas une de mes phrases préférées, mais évidemment, si tu dis juste Booba a dit bim bam boum la chatte à McDoom, tu te dis sans intérêt. Si tu replaces le truc dans le contexte, alors déjà dans la musicalité, parce qu'en fait, il le place d'une manière à droite sur la bonne pulsation au bon moment avec la bonne énergie. Enfin, c'est de la musique. Tu vois, si je prends du Claude François et que je l'enlève de la musique, si je dis juste Alexandrie, Alexandra, bah oui, ça a pas. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Tu vois, ce qui est bien, c'est aussi la musicalité, c'est la manière dont il l'amène, parce que ça reste de la musique justement. Donc déjà, on enlève sa musicalité. En plus de ça, on fait comme si cette parole n'était pas humoristique, alors qu'en fait, elle est humoristique. Booba, c'est un artiste dont une des caractéristiques principales, justement, c'est l'humour. Il fait beaucoup d'humour. Et là où c'est bien placé, j'allais dire brillant, peut-être pas brillant, parce que, encore une fois, moi, c'est pas mon moment préféré, même si c'est dans une de mes chansons préférées. C'est une chanson, justement, où il rend hommage à son ami qui s'est suicidé quelques mois plus tard en se jetant d'une fenêtre. Donc, réalité très lourde. D'ailleurs, cette chanson commence par « Mon meilleur ami est mort, je suis blasé de la vie ». Alors, je t'ai traduit, enfin, je t'ai enlevé l'argot, en vrai, il dit « Mon meilleur Hebs est mort », je sais pas comment on dit, « Je suis blasé de la life ». Mais en gros, mon meilleur ami est mort, je suis dégoûté, je suis affligé, je suis dévasté. Et donc, en fait, toute la chanson est un hommage à son ami qui est mort. Il va répéter plusieurs fois. Le meilleur soldat est mort, je suis blasé de la life. Bref, il répète. En plus, la construction est très bien pensée. Bref, je fais pas un cours sur cette chanson. Elle s'appelle Bakel City Gang, si tu veux la regarder. Et en fait, il commence par mon meilleur pote est mort dans le premier couplet. Ensuite, dans le deuxième, cette phrase-là arrive, elle est changée au milieu. Dans le troisième, elle arrive quasiment à la fin. Et donc, t'as une progression au fur et à mesure. Et surtout, le bim bam boum la chatte à McDoom, il arrive juste avant J'ai jamais été suicidaire. Le refrain de cette chanson, Booba a choisi pour rendre hommage à son ami, c'est J'ai jamais été suicidaire, qui est violent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train d'écrire sa peine, d'écrire sa douleur, et qui te dit J'ai jamais été suicidaire. Même avec rien dans le frigidaire. Et en fait, cette phrase te montre que l'incompréhension qu'on a tous et toutes quand on a des proches à nous qui veulent se suicider, des proches à nous qui se suicident, il y a l'incompréhension de « mais je comprends pas, moi j'ai jamais été suicidaire, comment la personne peut faire ça je comprends pas ». Et donc il glisse juste avant bim bam boum la chatte à McDoom parce que Booba c'est comme ça. Booba va jamais lâcher une émotion aussi forte de vulnérabilité sans la camoufler, soit par de l'humour avant ou après, soit par une parole violente avant ou après, enfin sans noyer le poisson. Booba c'est une œuvre où il passe son temps à noyer le poisson. C'est bien que dans l'enchaînement de la chanson, tu fais bim bam boum la chatte à McDoom, jamais été suicidaire, mais avec rien dans le frigidaire, préfère niquer des mères. Tu vois, tu l'enchaînes, mais tu te rends même pas compte de ce qui vient de se passer, de ce qui vient d'imprimer. Et donc voilà, tu vois, bref, je vais pas faire une analyse de texte de Booba, tout ça pour dire que même quelque chose qui a l'air aussi anodin que bim bam boum la chatte à McDoom, bah en fait c'est placé dans un contexte, dans une musicalité, dans une complexité que effectivement si tu l'enlèves, ça devient ridicule. Et d'ailleurs c'est le problème des gens dans le classicisme, des classiques, c'est qu'en fait, ils ont besoin qu'une autre personne leur dise ce qui est bon et mauvais. Ils ont besoin, alors soit ils sont bloqués dans ce que leur prof leur a enseigné comme étant bon et mauvais dans le passé, soit ils ont besoin d'une référence, d'un critique d'art, de quelqu'un qui va leur dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ce qui est d'ailleurs ironique, c'est que du coup, ils auraient détesté les artistes qu'aujourd'hui ils encensent. Ils auraient détesté Molière était détesté à son époque, ils auraient détesté La Fontaine, ils auraient détesté tous ces artistes qui en fait choquaient à leur époque, et ils s'en rendent même pas compte qu'en fait dans 30 ans, il y aura des gens qui érigeront
des artistes d'aujourd'hui comme étant les artistes classiques. Alors on ne sait pas quels sont les artistes en question, mais des artistes, il y a de grandes chances que des artistes qui sont méprisés aujourd'hui, peut-être même Marc Lévy, j'en sais rien, tout le monde se moque de Marc Lévy, je sais pas qui c'est, je sais juste que c'est quelqu'un dont on aime se moquer, ça se trouve il est vraiment mauvais, mais en tout cas il y a c'est sûr, les gens dont on parleront dans 30 ans, par définition, ils sont déjà autour de nous, et ils produisent déjà de l'art, mais lesquels c'est, et donc tout le jeu, quand t'es contemporain, tout ce qui est drôle, enfin moi je trouve que ce qui est drôle dans l'art, c'est d'essayer de comprendre qui sont ces gens qui vont rester dans l'histoire. Moi je suis convaincu que Booba restera dans l'histoire. On en reparlera peut-être. Je sais qu'il a un désavantage, c'est que du coup comme il fait un art qui n'est pas reconnu, peut-être que ça mettra beaucoup de temps à se voir, mais là où j'ai de l'espoir, c'est qu'il est déjà reconnu par des autrices, par des écrivains, par des gens qui en parlent. Mais peu importe, ça se trouve c'est pas Booba, ça se trouve c'est quelqu'un que j'écoute aujourd'hui, je m'en rends même pas compte que c'est incroyable. Et ce qui est dommage dans la position classique, d'aimer uniquement ce qui est passé ou ce qui ressemble à ce qui est passé. D'ailleurs, on l'a souvent sur... même dans le rap, qui est un art plutôt récent, j'allais dire nouveau. Ça a 40 ans le rap, donc c'est plus nouveau, mais... Même dans le rap, on a ce qu'on appelle les puristes. Les puristes, c'est des gens qui ne jurent que par IAM et NTM, qui ne jurent que par ce format musical qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes. Et ils sont plus capables d'apprécier la nouveauté, d'apprécier les innovations artistiques qui ont lieu, parce que l'art n'est pas figé. Et voilà, donc et ça finit en mépris. On méprise ce qui nous désarçonne, on se sent supérieur et on veut une règle. Voilà, le classicisme, vu qu'il ne connaît par définition que des œuvres qui sont passées, qui ne sont plus en mouvement, qui sont plus vivantes, il a appris les règles de ce qui faisait des bonnes œuvres surréalistes, de ce qui faisait des bons livres romantiques, de ce qui faisait du bon jazz, alors que le jazz c'était pareil, c'était moqué à l'époque. Donc il a appris les règles et il ne peut plus en inventer, puisqu'il n'a pas lui-même de goût pour en développer. Je profite pour ajouter qu'on peut très bien aimer les œuvres classiques sans devenir quelqu'un du classicisme. On peut aimer Molière, on peut aimer sans devenir pédant, on peut aimer Hugo sans devenir pédant. Et d'ailleurs, mon ami dont je te parle, donc qui est prof de littérature, aujourd'hui dit je préfère pas NTM à Victor Hugo, mais je peux dire assez sereinement que je préfère la poésie de Booba à la poésie de Victor Hugo. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui a un vrai goût en art et qui n'est pas piégé dans le classicisme, c'est qu'il est capable de donner un jugement controversé, de dire voilà, moi j'aime pas la Joconde, moi j'aime pas Hayam. Toi, moi c'est mon cas, je dis j'aime pas Hayam. Je vois bien que tous les experts du rap me disent que L'école du micro d'argent, c'est un des meilleurs albums du rap francophone, que Demain c'est loin, c'est la meilleure chanson de tous les temps. Je sais pas, ça me passe à côté. Et je reconnais, en fait, ça me passe à côté. Je vois bien que techniquement, c'est bien. Artistiquement, ça me passe à côté. Et donc, je peux dire, j'aime pas Hayam. Je vais pas dire, j'aime Hayam parce qu'il faut aimer Hayam. Et d'ailleurs, c'est marrant. Souvent, les gens dans la position classique, ils essayent de te ramener à ça. Tu dis, j'aime pas Hayam. Ils font, oh, comment tu peux dire ça? Mais Hayam, c'est... Non, mais viens, on discute, on débat. Par définition, rien ne fait l'unanimité. Même les grands classiques. Donc en fait c'est comme ça que tu vas développer un goût propre et c'est comme ça que tu reconnais quand tu commences à avoir des goûts qui vont être controversés, alors pas controversés volontairement pour provoquer, mais juste parce que c'est comme ça, tu reconnais ton goût. C'est pareil, parfois les gens sur des films me disent « Ah là là, t'as pas vu tel film, il est incroyable !» Et je dis « Si, j'ai vu, mais j'ai pas trouvé ça si ouf en fait. » Et parfois, il y a des films que tout le monde trouve nuls, et que moi, j'adore, tu vois. J'ai un faible pour les covers, pour les reprises de chansons, pas par le même artiste, et qui changent un petit peu la mélodie. Et j'aime des covers que tout le monde trouve nuls en fait, mais c'est pas grave, j'assume. Et ce qui est cool, c'est que justement, quand tu vas commencer, et c'est là où je voulais en venir, quand tu vas commencer à t'ouvrir aux expressions des autres, les expressions artistiques des autres, ça va t'aider aussi toi à assumer ta propre expression, à ne pas en avoir honte, à assumer l'art qui est en toi, parce que je crois profondément que chaque personne a de l'art à exprimer. Peut-être que tout le monde n'est pas un artiste ou une artiste, parce que tout le monde n'a pas le temps de développer, mais je crois que tout le monde possède de l'art, puisque l'art, selon moi, n'est que l'expression de soi d'une manière un minimum universelle. Donc chacune a un soi qui peut exprimer. Et du coup, être déjà moins dur, moins intransigeant, développer un goût. D'ailleurs, je crois que c'est une lectrice qui m'avait dit que développer un goût, c'est justement quand tu as plus de mal tu n'as plus d'avis tranché.
Les gens qui n'ont pas de goût ont un avis tranché, ils disent « Ah, c'est nul, ça ressemble pas à ce que je connais, c'est nul. » Quelqu'un qui a un goût va dire « Oh tiens, c'est intéressant, ça me surprend. » Toi, moi, Kobalade, qui est un rappeur qui est très bizarre, avec des intonations très cheloues. Sur le coup, je me dis « C'est quoi ce truc ?» PNL, pareil, c'est quoi ce truc? Et avant de dire c'est nul, je m'en suis moqué au début, puis maintenant j'aime bien, tu vois, Kobalade et PNL. Donc ouais, elle me disait, les gens qui ont un goût, souvent, vont justement être beaucoup moins tranchés que les autres. Et c'est pas valable que pour l'art. Quelqu'un qui vraiment s'y connaît en ordinateur te dira pas ah ouais, les MacBooks c'est nul, Mac c'est nul, Apple c'est nul, iPhone c'est nul. Non, il te dira ok, qu'est-ce que t'aimes? Il va prendre tes goûts, et selon tes goûts, te dira, bah, toi, t'es plutôt quelqu'un qui va aimer les iPhones, toi, t'es plutôt quelqu'un qui va aimer, voilà, il va te faire, il est capable de te faire une recommandation, et de pas avoir un truc tranché, et de s'adapter à l'individu. Bah, c'est pareil, quand tu commences à avoir un goût en art, tu dis pas, non, mais il faut écouter Aya Moentem, non. Tu écoutes la personne, tu regardes ce qu'elle aime, est-ce qu'elle aime les fictions, est-ce qu'elle aime la poésie brute, est-ce qu'elle aime la vulgarité, est-ce qu'elle aime l'amour, et selon ce qu'elle aime, bah, tu vas la rediriger avec d'autres, tu vas la rediriger vers les bons artistes et les bonnes artistes. Et du coup, cette indulgence, tu vois, elle va s'appliquer à toi et voilà, tu vois, moi j'ai jamais eu honte de chanter. Je chante de temps en temps, ça m'amuse en fait, j'enregistre des chansons, elles sont pas très bonnes, mais alors déjà le texte, je trouve qu'il est bon, parce que j'écris bien, mais la voix évidemment, elle est pas très bonne. Récemment, je lisais, c'était un de mes élèves qui a écrit dans un truc pour taquiner, alors c'était un devoir qu'ils avaient à faire où ils devaient aller espionner ma vie, et il a fait un compte rendu où il disait il a arrêté le rap et heureusement. Ou il a arrêté la chanson et heureusement. Et j'ai pensé, ben non, pas heureusement. Au contraire, ça fait longtemps que j'ai pas chanté, faudrait que je me remette à chanter. Pourquoi heureusement? On a ce truc de ah non, mais c'est honteux, faut pas le faire. Mais c'est pas grave, tu peux faire du mauvais art. En fait, si tu fais jamais de mauvais art, tu peux jamais faire du bon art, tu peux jamais t'améliorer. Tous les gens que tu connais qui font du bon art ont commencé par faire du mauvais art. Et même si tu fais que du mauvais art, si tu comptes pas en vivre, souvent on dit on a ce réflexe d'être gêné quand les gens chantent et qu'ils chantent pas si bien, d'être gêné quand ils proposent des arts et que c'est pas si bien, parce qu'on se dit « Ah ouais, mais la personne, elle est dans un monde d'illusions, elle croit qu'elle peut en vivre. Ah, comment je vais lui expliquer qu'elle peut pas en vivre ?» Mais tout le monde ne croit pas ça. Moi, tu vois, j'ai jamais cru que j'allais vivre de ma chanson. Donc pourquoi j'arrêterais de chanter, en fait? Non, je revendique mon droit à chanter des mauvaises chansons et à kiffer. Et toi, pareil, fais de l'art, tu vas voir, fais de l'art, ça épanouit, ça accomplit et ça guérit. C'est pas pour rien s'il y a des thérapies maintenant de plus en plus de psychologues qui utilisent, qui font ce qu'on appelle de l'art-thérapie. Donc voilà, il y a pas à arrêter l'art parce que les gens te disent que c'est mauvais. Sauf si tu veux devenir professionnel. Donc là, il faut prendre des cours et peut-être abandonner parce que tu seras peut-être pas forcément bon ou bonne dans l'art que tu choisis. Mais je t'invite à avoir une pratique artistique intime que tu montres uniquement à tes proches, à des gens que t'aimes bien, et tu vas voir, déjà faire ça, ça change la vie. Écris un poème que tu montres qu'à tes potes ou que la personne que tu aimes. Écris une chanson que tu montres qu'à tes potes ou qu'à la personne que tu aimes. Fais un film, enfin une vidéo que tu montres. Bref, t'as compris l'idée. Je crois profondément, et c'est aussi l'idée que j'ai voulu apporter dans ce podcast, dans cette première saison. Je crois profondément que tout le monde gagnerait en épanouissement à faire de l'art. Et voilà ce que j'avais à dire sur ce premier épisode. Donc comme promis, je reviens sur cette notion de fin de saison. Quand j'ai fait le podcast, j'avais cette vision d'interviewer une vingtaine, une trentaine d'artistes, de faire ça pendant 1 an et puis après d'arrêter. Il se trouve que j'ai pris vraiment un énorme plaisir, plus que ce que je pensais, à l'interviewer des gens, à aller découvrir des univers, découvrir des personnes qui se définissaient pas forcément comme artistes d'ailleurs, mais en tout cas dont moi je voyais qu'elles faisaient de l'art. Alors le Covid est passé par là, c'était extrêmement chiant. J'ai fait une pause, j'ai fait des hors-séries, j'ai fait des interviews à distance qui étaient cool, moins satisfaisantes que quand c'est en live, donc je suis pas tout à fait satisfait de ce produit, de ce podcast. C'est pour ça que je pense que je m'arrêterai pas à une saison. Je pense que j'aimerais bien repartir au minimum sur une 2e saison, probablement en septembre, même très sûrement en septembre. Donc là, c'est le dernier épisode que t'écoutes d'ici à septembre. Et je sais pas encore sur quoi ce que je vais proposer quand je vais revenir. Je vous ai demandé vos réactions dans l'atelier Galita. Vous m'avez répondu, j'ai pas encore tout lu. Je vais lire, voir comment on va faire évoluer ça. Mais alors, je dirais qu'il y a 10% de chances que j'arrête parce que j'ai trop de choses à faire.
C'est vrai que le podcast, ça me demande un grand investissement, hein. Je m'étais pas rendu compte, mais tu vois, là, il est dimanche, 23h52, j'ai mon voyage vers la Guadeloupe à préparer, je suis en train d'enregistrer un podcast parce que je me dis, ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait, il faut que je le fasse. Mais en vrai, tu vois, ça me fait vraiment une contrainte dans mon week-end. En plus, j'ai choisi lundi, tu vois, donc c'est vraiment une contrainte du week-end. En même temps, je mettrai un autre jour, bah, ce sera encore pire. Donc, y a quand même une chance que j'arrête. Et que je me dise, bon voilà, c'était cool le temps que ça a duré, mais je pense qu'il y a quand même plus de chances que je continue sur une deuxième saison. Il y a des gens en plus que j'ai envie d'interviewer, que j'ai pas pu interviewer parce que je voulais les voir en live. C'est des gens que je voulais approcher, que je connais pas. Là, j'ai quand même approché beaucoup de personnes que je connaissais ou que je connaissais indirectement. Il y a des gens que je connais pas, que j'aimerais bien faire venir dans le podcast. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Si tu m'as écouté pendant tous ces épisodes, je sais pas quoi te dire, à part un très grand merci de m'avoir supporté tout ce temps. Si c'est le premier que t'écoutes, bah, je t'invite à écouter les autres. Si ça n'a pas écouté tous les autres, bah, je t'invite, pareil, à écouter tous les autres. J'allais te dire des exemples de podcasts à écouter, mais faut pas dire son préféré. Allez, si, je te dis quand même, mes préférés, c'est celui d'Élise et de Valentine, je pense. C'est mes deux, et Anaïs aussi. Valentine, Anaïs et Élise. Si tu regardes, tu les retrouveras. J'ai aimé tous les podcasts, hein. J'ai vraiment aimé tous les épisodes, mais j'ai une affection particulière pour ces épisodes, pour des raisons que tu comprendras peut-être en écoutant. Et voilà, sur ce, je te redis un grand merci de m'avoir écouté, et je te dis, a priori, rendez-vous en septembre.